Pour commencer, en fait, on va recevoir Pablo. Pablo, tu nous dresses un portrait? Exactement. Ce soir, on va tracer le portrait de l'extrême droite dans la ville de Québec. Écoute, démarrons dans le vif du sujet. Donc, c'est un portrait qui a été produit pour la Ligue des droits et libertés. Vas-y, parle-nous de ça, l'extrême droite à Québec. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais tu l'as mentionné, le portrait, en fait, a été commandé par la Ligue au courant de l'été. Il porte sur un recensement des activités publiques de 2015 à 2019. En traçant toutes les activités comme ça, publiques de l'extrême droite, on a réussi à vraiment tracer le portrait des activités donc dans leur localité, dans les différents quartiers, mais aussi repérer c'est quoi le discours de l'extrême droite, puis quelles organisations apparaissent dans le temps. En 2015, on est dans la foulée du débat de la Charte des valeurs du Parti québécois. En même temps, aussi dans le monde, il y a différents attentats terroristes, notamment au Bataclan, qui créent une espèce de climat de peur véhiculé par les médias. Donc avec tout ça ensemble, on voit apparaître au Québec une panoplie d'organisations d'extrême droite différentes les unes des autres, mais tous à ce moment-là. Donc on peut le relier quand même à ce climat politique et médiatique. Puis, donc un climat qui suscite l'intérêt, en fait, de parler de ça, mais là, on parle du Bataclan, mais concrètement, à Québec, on se doute qu'il y a probablement eu la Charte des droits et libertés, mon Dieu. Excusez, Ligue des droits et libertés, Charte des valeurs, oui, pardon. Exactement. Pour la Ligue des droits et libertés, le débat sur la Charte des valeurs québécoises est vraiment un des principales raisons pour laquelle est-ce que l'extrême droite aurait rené. En fait, il faut comprendre qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de permanence de l'extrême droite dans son histoire. Il y a plutôt des moments précis où est-ce que l'extrême droite va réapparaître ou va se réorganiser. 2015, autour donc du débat sur la charte, c'est un des moments propices pour ça. En 2015, donc, il y a deux types d'organisations surtout qui se créent, deux catégories, je pense qu'on peut repérer. D'un côté, des nationalistes identitaires avec la Meute, Storm Alliance qui apparaît en 2016, et les 3% qui apparaissent aussi en 2015, qui sont moins connus. Aussi les Soldiers of Odin qui apparaissent en 2015. Des néofascistes aussi, donc avec le groupe Atalante qu'on connaît bien ici à Québec. Puis aussi une réorganisation de groupes qui existaient un peu plus auparavant, donc comme des bandes de skinheads racistes comme le Québec Stomper Crew qui lui existe depuis 2000, mais qui se réorganise donc à travers Atalante à ce moment-là. Oui, quand tu parles de néofascistes, nationalistes identitaires, c'est quoi un peu le point de rupture entre ces deux catégories-là? Du côté du fascisme, on appelle vraiment l'histoire de l'extrême droite plutôt européenne. Donc, on appelle au fascisme italien. Le nationalisme identitaire, on va toujours jouer sur la carte de l'identité québécoise, plutôt un attachement au territoire plutôt qu'un sens de l'histoire, puis un sens révolutionnaire, là, comme ça. On appelle aussi beaucoup moins souvent à la race du côté des nationalistes identitaires, tandis que le néofascisme, c'est quelque chose qui lui est très important pour elle. Si on se délocalise un peu, donc on a parlé des quelques organisations qui sont en deux catégories. On peut aussi parler de la Fédération des Québécois de souche, qui elle existe depuis 2007, qui agit vraiment comme un appareil idéologique. Donc on sait depuis un certain moment, elle faisait publier un journal, puis elle avait une grande communauté web, donc présente sur Internet. Mais à partir de 2015 aussi, elle est relayée par ces nouvelles organisations-là qui sont sur Internet, comme la Meute, là, qui ont des centaines, peut-être des milliers de partisans sur le web, donc qui retransmettent la propagande de la Fédération des Québécois de souche sur leur réseau. Donc c'est quelque chose qui est important à noter. Notamment aussi la Fédération des Québécois de souche, on l'a dit, fonctionne comme appareil idéologique. On a entendu parler d'elle beaucoup cette année, en 2019, parce qu'un de ses rapports racistes qui s'est rendu jusqu'à la Commission des relations avec les citoyens du Québec. Ça a rapidement été écarté, mais quand même, là, on voit comment elle a une espèce de volonté politique, la Fédération, là, en propageant comme ça ses rapports et puis ses textes un peu partout. Puis la Fédération, puis la Meute, c'est probablement les deux les plus connus là, au niveau de l'ensemble du Québec. Puis la Fédération, ça fait quand même un bout, en fait, que c'est la FQS. Là, ça fait un certain temps, quand même, que ça existe. Là. Oui, c'est ça. Donc, nous, on repère l'apparition de la Fédération en 2007, mais c'est vraiment autour de 2015 à renaît beaucoup, là, puis sur les réseaux sociaux aussi beaucoup plus actifs. Si on peut parler aussi, j'aimerais ça vous parler des discours là, d'extrême droite. Donc on a parlé, donc les néofascistes vont appeler plutôt à une histoire européenne. Mais dans le rapport de la Ligue, on s'est concentré sur trois grands axes qui font un peu, disons, la saveur du discours de l'extrême droite au Québec. Ces grands axes-là, on a repéré étant comme la distance entre la race et l'islam, le sexisme, l'autochtonie, puis le rapport aussi à la laïcité.
sur la race et l'islam. Donc, il n'y a aucune organisation, il faut le noter déjà, qui va se dire par elle-même raciste. Donc, l'extrême droite, elle va jouer sur ça. Ils vont dire, par exemple, du côté de la Meurthe ou Storm Alliance, on n'est pas raciste parce qu'on s'attaque à une religion, donc à l'islam. On voit rapidement comment cet argument-là tombe facilement. Puis donc, c'est l'immigration illégale. Exactement. Les bons, aussi. les mauvais immigrants, ouais. Exactement. Du côté du sexisme, l'extrême droite elle a la prétention de dire qu'il n'y a plus de sexisme au Québec, qu'on a déjà passé ce moment-là, puis que ça serait la faute aux immigrants, donc aux nouveaux arrivants qui reviennent avec des valeurs comme ça, qui seraient disparues au Québec, plutôt que de poser les questions des discriminations qui existent ici déjà au Québec. Par rapport à l'autochtonie, on a vu dans certaines manifestations les drapeaux warriors, des choses comme ça, donc l'extrême droite elle a comme un rapport fétichisé là, à l'identité autochtone, l'identité guerrière, mais toujours les groupes autochtones se distancent de l'extrême droite assez rapidement quand il est question de leur identité puis de leur situation ici au Canada. Par rapport à la laïcité, on a déjà parlé. L'extrême droite elle se cache souvent derrière des valeurs libérales, donc d'égalité en droit ou de neutralité de l'État, mais c'est toujours pour pousser un agenda islamophobe. Donc, sur chacun des axes de son discours, on voit comment l'extrême droite se cache derrière un masque pour pousser un agenda, pour être... on a parlé de propagande, là, souvent pour faire parler d'elle plus facilement sur les réseaux sociaux ou même dans les médias. Mais là, c'est des groupes qui sont essentiellement actifs un peu partout au Québec, puis mais à Québec, donc ces 5-là sont actifs, sont présents, puis on peut les voir dans les rues, ou qu'est-ce qui arrive avec ça? On a fait donc un recensement des activités publiques avec la Ligue des droits et libertés. Puis on s'est rendu compte que dans la ville de Québec, depuis 2015, à chaque année, presque les activités doublent. Les activités se concentrent principalement dans les quartiers centraux de la ville. Donc, on parle de 78% des activités publiques de l'extrême droite qui ont lieu dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Saint-Sauveur. Donc, c'est quand même un chiffre qui est inquiétant. On a identifié différentes raisons, là, pour, par exemple, juste le fait que c'est des quartiers qui sont affluents, mais c'est aussi des quartiers qui sont symboliques. Donc, quand on parle d'affichage, par exemple, dans le Vieux-Québec, on sait que le Vieux-Québec est plein de symboles, par exemple des canons, des murailles, des choses qui font référence donc à la colonisation, à la période coloniale. Puis dans le discours comme ça, historique de l'extrême droite néofasciste, on voit comment c'est un quartier qui est peu privilégié, qui explique, entre autres, pourquoi est-ce qu'on sent dans ces quartiers-là. Pour finir, peut-être, j'aimerais juste noter, donc on a parlé d'activités de propagande, on les voit, là, certains militants d'extrême droite passer, notamment, ils ont fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils distribuent des sandwichs au port dans les rues du quartier, comme ici, la rue Saint-Joseph. Beaucoup de personnes ont parlé comme quoi c'était de la poudre aux yeux, ces activités-là, parce qu'en fait, ça n'avait pas vraiment d'impact concret, d'impact politique. Mais il faut toujours noter là, que c'est des organisations qui jouent sur la propagande. Donc, c'est pas nécessairement de donner le sandwich directement qui est leur objectif, mais ensuite de faire parler d'eux sur les réseaux sociaux ou d'attirer une certaine sympathie pour ces gestes-là. Donc, faut jamais oublier de dénoncer quand on voit les groupes passer eux-mêmes ou dénoncer toutes les activités qu'ils peuvent avoir sur Internet. Oui, puis en fait, les sandwichs, c'est même pas une idée originale. Là, je me souviens plus c'est quoi leur nom, mais en France, il y a une organisation, c'est leur opération pour bien paraître, en fait, aux yeux du public, de dire, ben non, mais nous, on est un groupe qui fait des choses positives, on est pour la France. Donc, c'est une façon insidieuse aussi de faire passer ses idées puis de devenir plus acceptable aux yeux du public. C'est une façon insidieuse puis vraiment peu originale. On sait comment l'extrême droite a toujours tendance à récupérer soit des symboles, soit des idées, mais là, on peut se récupérer. Donc, on dit à Talente est proche d'idées européennes. Ben, récupère ces petites techniques-là comme si elle avait peu d'idées par elle-même. Ben, merci beaucoup, Pablo. Donc, j'imagine que ceux et celles qui voudraient avoir plus d'informations, ben, c'est un portrait donc qui est ou sera disponible. Il est déjà disponible en ligne sur le site de la Ligue des droits et libertés, section Québec. Donc, si vous y rendez, vous pourrez lire l'article qui va en détail en 6 minutes. On a fait le tour rapidement, mais je recommande la lecture de l'article pour les gens qui s'intéressent. Bon, ben voilà une belle lecture de chevet, ma foi.